Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Trends Bourse, une petite demi-heure pour analyser et décrypter l'actualité des marchés. On reviendra entre autres sur la situation des obligations américaines qui ont causé quelques surfroides le mois dernier. Et si vous l'avez manqué, on décryptera la grand-messe de Apple qui s'est tenue lundi. On prendra également des nouvelles des Magnificent Seven. Bref, un bien joli programme. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors on va commencer avec ces obligations américaines qu'on évoquait il y a 15 jours, avec cette situation qui était assez alarmante quand même. On en est où 15 jours après ? Il faut bien dire que c'est l'apaisement 15 jours plus tard. Les taux d'intérêt américains, aussi bien à 10 ans qu'à 30 ans, se sont stabilisés à la baisse. Le 30 ans qui avait passé les 5%, ça avait fait un coup d'éclat, est revenu en dessous de 5%, donc il y a une véritable détente. Enfin, sans s'apesantir outre mesure, on peut quand même ne pas passer sous silence la déclaration de ce cher Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui est la plus grande banque du monde, en tout cas dans le monde occidental. Il a fait une sortie très remarquée en disant que visiblement le marché obligataire américain connaîtrait des gros problèmes. Il dit, je ne sais pas quand ce sera, dans 6 mois ou dans 6 ans, ce qui est évidemment très vague, il faut bien le dire. Enfin, quand il déclare ça, ça ne passe pas inaperçu, même si Bessent, le secrétaire d'État au Trésor, a déclaré sur un ton assez amical et apaisant que, c'est une personnalité importante que j'apprécie. Mais enfin, M. Dimon s'est quand même déjà trompé plusieurs fois, ce qui n'est pas faux. N'empêche que ça n'est pas passé inaperçu, on ne peut pas tout à fait l'oublier. Deuxième chose à remarquer, très fondamentalement, et pas mal d'économistes l'ont souligné, les taux d'intérêt sont très fermes en dollars aux États-Unis, alors que la monnaie est très faible. Elle s'est stabilisée, enfin elle est faible. Donc c'est quand même visiblement là qu'il y a un souci. Une monnaie qui offre des taux élevés, en principe, elle est plutôt ferme que faible. Voilà pour la situation sur le front obligataire américain. Alors restons aux États-Unis, puisqu'on assiste aussi quand même à une petite résurrection, si je peux parler comme ça, parce que beaucoup d'analystes avaient condamné les Magnificent Seven. Et là, pour le coup, on voit quand même certaines valeurs reprendre de jolies couleurs. Mais oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que le magazine américain Barron's, qui n'est pas très connu chez nous, mais qui fait autorité outre-Atlantique, avait mené une enquête durant la première quinzaine du mois d'avril, donc juste après les frasques de ce cher Donald et la panique sur les marchés, osons le terme. Ils avaient interrogé donc un tas d'investisseurs institutionnels, disant que pensez-vous des Magnificent Seven ? Plus de 2/3 d'entre eux disaient « Ouh là là, ce ne sont pas ces gens-là, ces entreprises-là plutôt, qui vont mener la danse durant les 12 prochains mois, on n'y croit pas trop. » Donc un petit tiers seulement y croyait encore. Or, au bout d'un mois, la situation était quand même rétablie. Et aujourd'hui, c'est-à-dire au bout de 2 mois, qu'observe-t-on ? L'ensemble du marché américain a rebondi, je dis bien rebondi, puisqu'il était quand même fortement chuté. Il a fortement chuté, il est étal depuis début de l'année, il n'a pas fait des étincelles, loin de là, mais il a rebondi donc depuis début avril de 20%, le S&P 500, tandis que les 7 magnifiques ont rebondi de 30%. Donc oui, effectivement, là, on les a sous-estimés, ils ont vraiment rebondi. Oui, après, l'un et l'autre ne se valent pas quand même, Non, absolument pas. Évoquons peut-être d'abord Nvidia qui a annoncé des résultats il n'y a pas si longtemps, très bons résultats, chiffre d'affaires, citons juste ça, chiffre d'affaires plus 69% à un an d'écart, c'est typiquement Nvidia, beaucoup se contenteraient de la moitié, si pas de la moitié, disons-le, et les analystes sont extrêmement chauds sur Nvidia, ils sont presque tous à l'achat. Jefferies a émis un avis très très positif il y a pas longtemps. La marge brute de Nvidia, qui est déjà de 61%, ce qui est colossal, faut-il le rappeler, pourrait passer à 70 ou même pas loin de 80% dès l'année prochaine. Donc bullish, comme on dit en bon franglais. Donc le marché est chaud, même si il y a peut-être des petits éléments un
petit peu négatif quand même, parce que le chiffre d'affaires, donc plus 69% d'un an à l'autre, mais pour le trimestre prochain, la direction a dit que ça ne bougerait peut-être pas beaucoup, parce que tout de même, il y a des restrictions à la vente de ces produits en Chine. Donald Trump allait peut-être libéraliser, mais ça n'est pas certain du tout. Donc là, quand même, on se demande un peu si Nvidia se portera si bien que ça à l'avenir. Est-ce que le marché n'est pas un petit peu trop optimiste? En attendant, Nvidia a bien rebondi de moitié à peu près depuis le tréfonds du 8 avril et est dans le vert depuis le début de l'année, mais tout juste. C'est pas la plus flamboyante, même si elle est redevenue la première entreprise du monde, toujours... oui, à nouveau la première, avec 3,5 milliards, quasiment 3500 milliards, de capitalisation. Il y a une certaine précaution à conserver sur Nvidia. Visiblement, là, on est peut-être un petit peu trop euphorique. Du côté de Microsoft, justement, qui se bagarre la tête de classement avec Nvidia en termes de capitalisation. Microsoft... Comme Meta d'ailleurs, ce sont les deux entreprises, les deux sets magnifiques qui ont très bien performé aussi, et mieux encore d'ailleurs. Microsoft a rebondi d'un tiers après des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, plus 12% depuis le début de l'année, donc très supérieur au marché. Meta a fait mieux encore, plus 16%, aussi avec des résultats supérieurs aux attentes, et notamment, je citerai juste une chose, Meta pour rappel c'est Facebook et Instagram en particulier, un élément dans ces résultats, des revenus publicitaires en hausse de 10%, ça ne paraît pas extraordinaire. En fait, le marché craignait que ce soit 5% seulement, donc le double très bien. On a applaudi, comme je l'ai dit, Meta est plus 16% depuis le début de l'année. C'est l'une des valeurs qui a le mieux rebondi, clairement. On a également, du côté des moins bons élèves, Alphabet qu'il faut relever. Mais là, c'est beaucoup moins bien, c'est vrai. Mais Alphabet, c'est-à-dire Google, faut-il le rappeler, sait-on jamais. Sait-on jamais, voilà exactement. Malgré tout, tout le monde voit Google tous les jours sur son ordi, on ne voit pas Alphabet. C'est pas écrit dessus. Google, en fait, a un souci avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai, beaucoup d'analystes l'ont souligné, l'intelligence artificielle, est-ce que ça ne menace pas leur moteur de recherche qui est axé sur la recherche que l'on fait à titre individuel avec ses petits doigts sur son clavier. Alors c'est vrai que Alphabet, Google, disons, on est très conscient. Oui, petite remarque au passage, c'est vrai que Google avait assez peur de souffrir de l'intelligence artificielle au point qu'ils payent quand même 20 milliards de dollars par an à Apple pour rester sur l'iPhone. Donc ça leur rapporte beaucoup et ça leur coûte très cher de ne plus y être. 20 milliards par an, visiblement, c'est qu'ils estiment que ça en vaut la peine. Alors Google a réagi pas mal face à cette intelligence artificielle. Ils sont en train de lancer un tas de produits qui est axé sous cette AI et le souci, c'est que ça coûte cher. La mettre en œuvre coûte cher, en fait, mine de rien. D'autre part, ces produits coûtent cher aussi aux clients. Ils proposent ainsi le IA Ultra, qui est superbe, très sophistiqué, qui offre un tas de services. Enfin, c'est $250 par mois. Et il fait même pas café. Et un café, exactement, pour ce prix-là. Et c'est pas un Joe Sixpack, comme on appelle le consommateur américain moyen, qui va sans doute se le payer. Donc là, il y a un petit doute. Joe Sixpack, que je connaissais pas l'expression, tiens. Ah oui, Joe Sixpack, c'est le grand consommateur. Je vois bien là, le Joe Sixpack. Celui qui achète par 6 unités, c'est le consommateur américain qui consomme beaucoup. D'ailleurs, ça se voit souvent, malheureusement pour lui. Enfin, je sais pas si ça l'inquiète, mais enfin, soit. Alors, Alphabet a rebondi de moitié, mais avait beaucoup baissé déjà bien avant les annonces de Donald Trump. Et donc, ils sont dans le rouge depuis le début de l'année, ils sont à moins 7% à peu près. Dans le rouge toujours, et venons-en, c'était cette semaine la grand-messe de Apple, on vient de l'évoquer, puisqu'il y a quand même une collaboration Alphabet-Apple, et du coup, les deux se tirent vers le bas en fait, qu'est-ce qui se passe ? Oui, Apple là est vraiment très mal pris en ce moment. On avait déjà évoqué plusieurs fois Apple comme étant la principale victime potentielle des gros droits de douane sur les produits chinois. Apple achète énormément d'éléments en Chine, ils ne sont pas les seuls. Mais alors, ça s'est accumulé pour Apple. D'abord, il est question de devoir abandonner, que Google abandonne sa relation à 20 milliards de dollars par an avec Apple. Il y a une menace aussi antitrust sur l'Apple Store. Les droits
sur les composants achetés en Chine, ça reste fortement incertain. Et comme si ça ne suffisait pas, Donald Trump a menacé carrément d'imposer les iPhones à 25% supplémentaires s'ils ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Alors, ils ne viennent plus tellement de Chine, ils viennent surtout d'Inde en ce moment, on l'a déjà souligné. Enfin, plus 25%, c'est quand même pas très sympa. Et ça n'est pas vraiment une Surtout que c'est déjà pas... marché. C'est pas les meilleurs marchés. Mais d'ailleurs, rappelons que certains auraient fait le calcul et estimant que si l'iPhone était fabriqué entièrement aux États-Unis, le coût de la main-d'œuvre, etc., mais aussi le coût de construction ou de reconstruction des usines, ça le mettrait à $3,000. Au lieu de 1000, bon, c'est impayable, donc ce serait la catastrophe absolue. Donc, et alors, vous parlez de la grand-messe Apple lundi, effectivement, c'est pas tout récent, on attendait pas mal de déclarations. Ce que le marché a retenu, c'est la déclaration de la direction, reconnaissant qu'effectivement, ils sont quand même un peu en retard dans l'intelligence artificielle. Voilà un élément négatif de plus, comme s'il n'y en avait déjà pas assez. Bon, le marché n'a pas trop mal réagi, le cours a baissé d'un gros pourcent sans plus. Enfin, Apple est quand même, qui a peu rebondi, beaucoup moins que d'autres valeurs. Apple est à moins 17% depuis le début de l'année, toujours en dollars et pas en euros, soit dit en passant. Donc Apple, ça va vraiment pas du tout, même si il y a beaucoup plus d'analystes à l'achat qu'à la vente. Il n'y en a quasiment pas à la vente, il y en a pas mal qui sont à conserver l'action. Enfin, visiblement, là, le marché a pris ses distances à l'égard d'Apple. On se dit vraiment qu'il faudrait un peu attendre que la situation s'éclaircisse pour se ruer, pour repêcher vraiment ce titre-là. Voilà pour le petit point sur les Magnificent Seven. Il y a du bon et du moins bon du coup. Alors, quand on analyse les marchés, c'est sans restriction. Et je suis certaine que nombre d'investisseurs qui nous écoutent ont au moins de temps en temps un petit regard sur ce marché-là. C'est celui de la crypto-monnaie. Il faut quand même qu'on en parle, puisqu'on a vu là aussi finalement certaines tendances sortir ces derniers jours. Mais oui, on avait déjà évoqué le rebond des crypto-monnaies, le Bitcoin qui avait signé un sommet à $112 000, plus 16% depuis le début de l'année. En euros, c'est plus 5% seulement. Enfin, bon, sur un an, c'est plus 50%. Donc, superbe parcours pour le Bitcoin, qui se tasse un petit peu maintenant, c'est normal. Mais alors, ce qui s'est passé, et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental, c'est ce dont témoigne l'entrée en bourse de Circle Internet Group, la semaine dernière, 4 juin. Cette société voulait au départ émettre 26 millions d'actions, ils en ont émis 34 millions. Visiblement, ils y croyaient, et ils ont eu raison. Leur prix initial, c'était $24-26. Finalement, ce fut 31. N'ont-ils pas été trop optimistes ? Absolument pas. Le premier jour, le cours a explosé à $83, donc prix d'émission 31, plus 168%. C'est pas vilain. Le lendemain, pareil. Début de cette semaine, de nouveau forte hausse. Ce cours a franchi ce début de semaine la barre des $130. Prix d'émission 31, je le rappelle. Donc un marché euphorique. Alors, qui est Circle Internet Group ? C'est une plateforme qui est l'émetteur de l'USDC. USDC, qui est un stablecoin. Stablecoin, donc une crypto-monnaie qui n'est pas comme ça dans la stratosphère ou dans les enfers, diront certains, ça dépend des époques. Elle est adossée à un actif fixe, dans l'occurrence le dollar dans le cas présent. Et l'USDC de Circle est ainsi le gros concurrent de l'USDT du groupe Tether. Bon. Alors, pourquoi c'est un grand événement ? Mais parce que visiblement, donc le marché y croit à fond, c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit l'envol de cette action. C'est un marché que certains imaginent en croissant, promis à une énorme croissance. Pourquoi ? Parce que autant le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont très très importants, ces deux stablecoins représentent aujourd'hui $60 milliards pour le DC, 150 milliards pour le DT de Tether. Le Bitcoin, c'est 2500 milliards. Il n'y a pas de comparaison possible jusqu'ici, loin de là. Enfin, autant le Bitcoin et l'Ethereum, par exemple, sont des instruments très spéculatifs, appréciés par les spéculateurs, autant ces devises-ci se profilent
vu leur stabilité, comme de possibles instruments de paiement. Et ça, c'est tout à fait différent. On a bien entendu ici ou là des commerçants qui acceptent le bitcoin. Enfin, la plupart disent, écoutez, si je peux perdre 10% en 2 jours, ça ne m'intéresse pas fort, soyons clairs, il n'y en a pas des masses qui l'acceptent. Des cryptos liés au dollar, oui, pourquoi pas. Et donc, ça, c'est un petit peu ce que l'on perçoit aujourd'hui. C'est sans doute un tournant très important qui vient d'être éclairé par l'entrée en bourse de Circle, un tournant très important qui est l'avènement de ces stablecoins, même si on n'en est qu'au début, ce sera à vérifier évidemment. Voilà, évidemment, on ne cesse de rappeler que sur l'univers de la crypto-monnaie, on garde la prudence très très proche de nous quand on réfléchit investissement. Quelle leçon on peut retenir cette semaine, Guy ? Mais moi, je reviendrai au dollar. Parce que là, on l'a déjà dit, mais je crois qu'il faut quand même le répéter, le dollar s'est affaibli, il a quand même perdu 10% à peu près de sa valeur face à l'euro depuis le début de l'année. Donc ça signifie que ceux qui sont investis à Wall Street, dans l'absolu, sur l'indice, ils sont vraiment dans le rouge. Or, tout le monde est investi à Wall Street en Europe, en partie parfois très importante des portefeuilles. Alors, ça ne veut pas dire que le dollar va continuer à s'effriter cette année. Peut-être va-t-il se stabiliser, ce qu'il fait en ce moment d'ailleurs. Peut-être peut-il reprendre des couleurs. Enfin, le dollar est à 88 cents. Il a été à plus d'un euro. On l'a vu en 2008 à 64 cents. 30% plus bas qu'aujourd'hui. Donc, c'est une devise qui ne peut pas s'effondrer comme le peso argentin, soyons très clairs. Enfin, cette devise pourrait encore s'effriter. Et je crois que c'est une leçon vraiment à retenir. Si Nvidia augmente de 30% sur l'année, ça nous sera tout à fait égal que le dollar perd 5%. Enfin, si on est axé sur des indices qui gagnent 6% et que le dollar perd 5%, franchement, c'est peut-être pas la peine. Ouais. Donc, attention, le dollar est visiblement appelé à s'effriter encore davantage, c'est ce que croient beaucoup d'économistes, et c'est ce qu'espère Donald Trump en plus. Donc, on ne voit pas très bien pourquoi il ferait chemin inverse. Donc, attention au dollar en 2025. Et aux investissements en dollars, bien entendu, on l'aura compris. Eh bien, merci beaucoup, Guy, pour cette leçon et ce décryptage de l'actualité des marchés. On se retrouve dans 15 jours. Avec grand plaisir. Eh bien, merci à vous aussi, cher auditeur. À dans 15 jours, le rendez-vous est pris. Bye bye. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Déçu du rendement de votre épargne, pourquoi ne pas devenir actionnaire de votre banque ? Alors au début du mois de juin, la Banque Centrale Européenne a une nouvelle fois abaissé son taux de dépôt de 0,25% pour le ramener à 2%. Alors il s'agit d'un niveau qu'on peut qualifier de neutre, c'est-à-dire un niveau qui ne stimule ni ne freine l'économie, et qui est tout juste en ligne, voire légèrement inférieur à l'inflation dans de nombreux pays. Alors l'objectif de la BCE est de stimuler la demande de crédit des particuliers et des entreprises d'une part, et d'inciter les épargnants à mobiliser leur épargne d'autre part. Alors, si la BCE devrait marquer une pause cet été, nous estimons qu'elle pourrait encore abaisser ses taux une fois avant la fin de l'année. Alors pour les épargnants, ça signifie que les taux sur les comptes d'épargne et les dépôts à terme continueront de rester inférieurs à l'inflation, entraînant une perte de pouvoir d'achat qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. À titre d'exemple, un capital de 100 000 € laissé inactif avec une inflation de 2% ne représenterait plus qu'un pouvoir d'achat de 45 000 € après 40 ans, soit une perte de plus de 50% de sa valeur. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont prêts à réorienter une partie de leur épargne vers les marchés financiers peuvent en revanche bénéficier des effets positifs des baisses de taux. En effet, des taux plus bas réduisent le taux d'actualisation des flux de trésorerie futurs, ce qui augmente la valeur actuelle des actifs financiers tels que les actions. Par ailleurs, des taux plus bas signifient également des coûts de financement réduits pour les ménages et les entreprises, ce qui stimule la demande de crédit. Ainsi, si les baisses de taux sont généralement favorables au marché d'actions, les banques en tirent un avantage particulier grâce à une demande de crédit accrue qui augmente leur chiffre d'affaires. Il y a des courbes de taux plus inclinées qui soutiennent leur rentabilité. Pour l'épargnant, ça signifie que concrètement, au lieu de voir leur pouvoir d'achat s'éroder sur un compte épargne inactif, ils pourraient envisager de devenir actionnaires de leur banque. Les actions bancaires sont en effet soutenues par ce contexte de taux et offrent en moyenne un rendement en dividende attractif de 4,5%, soit 3 fois supérieur au rendement moyen des comptes épargne. C'est pourquoi, au sein de l'ING Investment Office, nous avons d'ores et déjà fait le choix de surpondérer le secteur financier dans nos fonds d'investissement. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse.
Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.